Je cède à présent la parole à M. Perret pour cette première table ronde. Bonjour à tous. Cette table ronde va donner la parole à des acteurs de la formation professionnelle, ceux dont l'activité consiste à favoriser et promouvoir l'acquisition de compétences. Chacun va nous relater son vécu, son expérience d'opérateur de terrain, afin de dresser de manière très concrète un tableau de ce qu'est la formation professionnelle aujourd'hui en France. Je vais vous présenter nos intervenants de la gauche vers la droite, en commençant par Madame Nathalie Picard, qui est responsable de la certification à la direction des diplômes, titres et certifications au CFPB. Le CFPB, École supérieure de la banque, est le formateur de référence pour l'ensemble des métiers de la banque en France. Il gère 14 CFA, d'où sortent 8000 certifiés par an. Ensuite, M. Jérôme Vandamme, chef de cabinet du président de l'UPE 06, Philippe Renaudy. L'UPE 06, c'est l'Union pour l'entreprise 06, représentant du MEDEF et de la CPME dans les Alpes-Maritimes. L'UPE 06 représente sur le territoire 34 branches professionnelles, plus de 8500 entreprises qui emploient 115 000 salariés, soit 60% de l'emploi privé dans les Alpes-Maritimes. Elle représente également 800 mandataires qui sont dans 66 instances du département, telles que l'URSSAF, la CAF, la CPAM, les CCI, les Prud'hommes. Ensuite, nous avons M. Daniel Sfessi, président de l'UIMM Côte d'Azur, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, qui est la fédération patronale française qui regroupe dans le domaine de la métallurgie les principales entreprises françaises. M. Sfessi est également vice-président de la CCI Nice Côte d'Azur, en charge de l'industrie, et il est également, évidemment, dirigeant d'entreprise. Ensuite, Mme Anne Mascarelli, consultante RH chez HTI Executive Search. Elle gère le recrutement par approche directe, on ne dit pas chasseuse, et dans le domaine de la santé. Et enfin, M. René Poyon, secrétaire général de Constructis PACA et Corse. Constructis est l'opérateur de compétences de la construction. Il conseille et accompagne les entreprises dans leurs projets de formation professionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment intervenir, poser des questions par le biais du groupe WhatsApp. Donc je pense que vous êtes tous informés, donc n'hésitez pas à faire part de vos questions, elles nous seront relayées et on les adressera directement à nos intervenants. Voilà, donc chacun de nos intervenants va donc maintenant nous présenter son activité et la manière dont il intervient dans le domaine de la formation continue. Je propose de passer la parole pour débuter à M. Sfessi. Allez. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux d'être avec vous. Je viens assez souvent dans cet hémicycle et je crois que c'est la première fois que je viens me parler de la formation continue et j'en suis très heureux, étant donné l'importance que celle-ci revêt dans notre pays depuis peu, on va dire. J'insiste sur le depuis peu alors qu'elle existe depuis longtemps, mais elle a pris un angle tout à fait différent. Je vais aborder le sujet sur deux approches un petit peu, dirons-nous, complémentaires, celle du chef d'entreprise que je suis, et ensuite celle donc, du président également que je porte aujourd'hui de l'UMM 06, tant notre syndicat est appelé à jouer un rôle majeur dans notre branche sur la formation continue, sur l'apprentissage et en particulier l'alternance. Alors en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je suis dans un constat, dirons-nous, de fait, que l'on entend de manière récurrente sur tous les écrans de télé, sur tous les médias. Nous n'arrivons plus à trouver les compétences qui nous permettent aujourd'hui clairement de faire tourner nos entreprises. Quand on entend ça, alors qu'il y a encore quelques années, on se disait les charrettes se suivent et se ressemblent et la France est en train de se dépeupler sur le plan, dirons-nous, de l'emploi, c'est vrai que le paradoxe est assez frappant et criant. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Il s'est passé que, en effet, la dynamique se réinstalle dans notre pays, on n'a pas à s'en plaindre, on ne peut pas dire qu'on soit encore à l'instar d'autres pays qui nous côtoient, mais il est un fait que nous sommes en train de reprendre un petit peu de marge sur le retard que nous avions accumulé tant d'années. Instantanément, vous l'imaginez, toutes nos entreprises étant plus que tendues sur le plan du recrutement et de l'emploi, nous avons donc eu un besoin instantané, bien sûr, de personnel.
donc de collaborateurs. Et là, malheureusement, entre guillemets, pour le chef d'entreprise, qui est représentatif de notre pays, c'est-à-dire 92% de TPE, PME, nous étions persuadés, tous, que ce qui avait fait nos fondamentaux quand nous étions, entre guillemets, sur les bancs universitaires ou à l'école, faisait que nous avions qu'à faire passer une offre d'emploi et que le système scolaire initial nous donnerait l'attendu. Malheureusement, ce ne fut le cas, et ça n'est toujours pas le cas, tout simplement parce que, entre les deux périodes que je viens d'évoquer, la technologie, et entre autres cette quatrième révolution que nous vivons à travers donc, le digital, a fait que les métiers et les compétences sont devenus, pour les métiers différentes et pour les compétences, bien plus précises, plus fines, et donc, pour nos entreprises, une demande beaucoup plus, dirons-nous, précise sur certains modes d'utilisation de ces compétences. Là, on voit bien le distinguo entre l'ancien modèle et le nouveau modèle qui veut que nos salariés d'aujourd'hui et de demain seront des personnes à compétences plus que des personnes à diplôme. Quand je dis ça, je ne me suis pas fait que des amis dans le giron de l'éducation nationale et universitaire. Car vous savez très bien que nous avons fonctionné jusqu'à maintenant en diplôme. J'ai tel diplôme, donc je vaux tant de salaire. Les compétences étaient de fait, à première vue, acquises. Ce n'est plus vraiment le cas, et quand j'ai commencé cette campagne, moi, des compétences, ça remonte à plus de 20 ans, j'avais l'inspection académique qui me disait « tu es un fou ». Nous, pour mettre en place une compétence, il nous faut 7 à 8 ans. Ça me faisait penser, vous savez, quand Renault lançait ces fameuses voitures à l'époque, il disait que pour sortir une voiture, il fallait pareil à peu près 5 à 6 ans, et que maintenant, on arrive chaque année à voir des modèles qui arrivent de manière différente. C'est-à-dire que certains se sont mis à la page, d'autres ont plus de mal, mais par contre, ils travaillent sérieusement. Et je veux saluer tout l'effort que fait l'Éducation nationale à l'université depuis maintenant au moins 4 ans. Moi, je ne vais pas aller plus loin, je me basais à ce que je connais depuis 4 ans, pour faire que la relation entre l'université et l'entreprise permette réellement d'avoir un sens dans la formation et éventuellement dans la finalité qui est l'emploi. Donc tout ça est en train de se mettre en marche, mais il n'empêche qu'entre-temps, nous les entreprises, et j'insiste sur ce point, nous sommes aujourd'hui dans une situation grave. Nous connaissons en parallèle les effets du baby-boom. Donc, moi j'appelle ça le baby-boom maintenant, hein, parce que grosso modo, dans les 4 ans, nous avons à peu près 60% des seniors compétences, j'insiste, hein, des seniors compétences qui vont quitter nos établissements. À juste titre, hein, elles y ont droit, elles l'ont mérité. Hein. Mais le gros problème qu'on a maintenant, c'est que ces seniors compétences, étant donné que ça va se passer dans les 4 ans qui arrivent, pour pouvoir les remplacer, il faudra à peu près, sur un cycle normal, 7 ans de formation, voire 8. Je vous laisse imaginer le delta, ce que va provoquer ce delta. Donc, on en arrive au sujet qui nous occupe aujourd'hui, et je vais rebasculer sur ma casquette de président donc, syndical et patronal. On en arrive à un constat de base, si on fait simplement la différence, 4 ans, la seule solution que nous ayons aujourd'hui pour permettre à nos entreprises d'avoir des compétences attendues dans les 4 ans qui viennent, c'est de passer soit par la formation continue, soit par l'apprentissage et l'alternance. C'est les seules solutions. Et là, j'insiste maintenant. C'est les seules solutions. On a beau me donner tous les moyens que l'on veut, on ne pourra pas former plus vite. Alors ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut casser le système initial. Hein. Lui, il va continuer, il va se mettre à la page, et il va arriver, je pense, à bon terme à ce qu'on attend, parce que tout est mis en route. Par contre, il va falloir que nous, les entreprises, nous trouvions une solution. Et là, nous, les chambres dirons-nous, syndicales ou fédérations, celles qui ont, dirons-nous, un petit peu d'avance sur ce sujet-là, et l'UMM, vous savez que dans la refonte de la formation professionnelle et dans l'OPCO qui nous occupe, c'est-à-dire l'OPCO 2I, celui qui touche à l'innovation et à l'industrie, l'UMM est chef de file dans cette démarche. Non pas qu'elle veuille absorber les autres branches, mais elle est chef de file de par l'ancienneté et dirons-nous, la connaissance qu'elle a sur la formation. Nos centres de formation aujourd'hui sont répartis sur tout l'Hexagone et ont toujours œuvré dans le besoin de nos entreprises. Mais là maintenant, on prend une nouvelle tournure. Il va falloir qu'on œuvre dans le besoin de la globalité des entreprises industrielles, pour parler de ce que je maîtrise. Mais grosso modo, le schéma est à peu près le même dans toutes
dans toutes les branches et dans tous les métiers. Donc, cette partie-là que nous devons aujourd'hui maîtriser, il va falloir que, je pense à mon avis, les acteurs économiques s'en emparent. Parce que nous avons besoin de donner réellement le sens, le besoin et la granulométrie, c'est-à-dire le volume. Parce que c'est simple de dire j'ai besoin d'eux. Mais il faut que l'entreprise également sache se positionner en délai, pour quand, et en quantitatif, combien. Parce que sinon, on aura du mal à faire marcher, entre guillemets, l'offre et la demande. Donc, on n'a pas suffisamment de temps pour se poser trop de questions. On n'a pas suffisamment d'argent pour essayer trop de solutions. À partir de là, il va falloir qu'on soit les plus efficaces possibles. Et il est vrai que là, le dialogue important qui doit s'instaurer entre les acteurs économiques et tous les acteurs de la formation, je dis bien tous les acteurs de la formation, est primordial. Alors quand j'ai dit ça, j'ai ouvert une grande porte, et comment ensuite, après l'ouverture de cette grande porte, on arrive à organiser en réunion efficace et en décision efficace les solutions, je serais prétentieux de vous dire que j'ai toutes les solutions. Nous, à l'UMM, on a démarré l'année dernière, en octobre déjà, des concertations générales sur tous les acteurs de la formation par rapport à une vision de chacun de ces acteurs quant aux moyens à mettre pour arriver très rapidement aux résultats que j'espère. La deuxième réunion a eu lieu en début d'année où chacun a proposé de manière pertinente des solutions pratiques à la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va maintenant de notre engagement pour signer, dirons-nous, pour marquer l'essai, on va dire, vu que le rugby du monde arrive, pour marquer l'essai, et c'est-à-dire arriver à ce que nous arrivons à faire raccorder le monde de la formation au monde de l'économie sur nos besoins réels. La relation avec l'université, pour l'UMM, est capitale. Je pense, et je le présentais dernièrement au Césaire en audition, je pense que l'entreprise de demain ne sera, sur le plan, entre guillemets, de sa montée en compétences, ne sera que si elle arrive à créer vraiment des relations durables et permanentes avec le monde de l'éducation. Alors, il est un fait que dans une entreprise, on a besoin de tous les niveaux. Et que ce que je dis ici à l'université, pour moi, est aussi valable pour les niveaux plus bas. Mais clairement, étant donné que les compétences sont de plus en plus pointues, on voit bien qu'on va tirer vers le haut le besoin en compétences, donc le besoin en formation. Et là, la relation avec l'université, pour moi, est primordiale. Je m'inspire toujours de ce qui se passe chez nos voisins italiens, où les clusters par branche d'activité n'existent que parce qu'ils sont rattachés à une université, potentiellement territoriale, et qui répond spécifiquement à la demande du cluster. Alors vous allez me dire, c'est très ciblé, hein. Ça ne donne pas forcément la vision française qui veut qu'on soit très large. Vous savez, nous en France, on aime bien faire du 360 degrés pour permettre à nos jeunes de pouvoir embrasser la totalité du spectre. Et alors, quand ils ont la totalité du spectre, ils se rendent compte que malheureusement, le seul endroit souvent où ils doivent aller, c'est pas celui qu'ils avaient espéré. En fait, quelque part, on fait des déçus, quoi. Je pense qu'il vaut mieux être plus pragmatique, se rendre compte que nous sommes un pays qui a toujours été en avance sur beaucoup de domaines, qui a pris du retard pendant quelques années sur une espèce de dogme où on voulait que la théorie et le virtuel l'emporteraient sur le côté pratique. Notre PIB s'en ressent aujourd'hui, et également nos emplois. On est en train d'inverser la tendance. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir dans le passé aux 30 glorieuses, mais je pense que de par nos moyens et notre technologie et le niveau de compétence que nous avons dans ce pays, nous pouvons travailler sur la partie haute de la proposition et être plus précis, plus pertinent de manière territoriale. Pour moi, le territoire a un sens. Je me bats énormément pour ce territoire. Et je crois que ce territoire gagne à être connu sur la totalité de ses métiers, car nous avons la chance dans cette région, je vais être même plus large, d'être bénis par les dieux. Hein. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas forcément de chez nous, mais nous avons pratiquement tout. Nous avons toutes les activités économiques recentrées sur ce territoire. Et moi qui porte l'industrie, je présenterai en septembre un état de ce qu'est l'industrie dans ce territoire en termes de PIB. J'en surprendrai grand nombre. Donc, on voit bien qu'à travers le maillage qui a été mis en place par l'histoire, c'est vrai que nous sommes très cosmopolites, nous sommes très diversifiés, ce qui fait notre faiblesse d'un côté, parce que nous ne sommes visibles que par le tourisme, ça ne peut pas nous être enlevé, c'est carrément incarné dans le territoire lui-même. C'est de la géographie, quoi.
Mais pour tout le reste, on est très peu différenciable, et pourtant, ça fait également notre force, parce que cette différenciation qui est très large sur ce territoire a fait que toutes les crises qui ont pu se suivre n'ont impacté que très légèrement ce territoire qui a toujours été stable dans ses résultats. Donc, cette force, il faut en faire un atout. Pour le concrétiser, il faut savoir ce que doit devenir, entre guillemets, le système de formation. La formation continue, j'insiste, reste un pilier essentiel dans le devenir de l'entreprise où les compétences, à la vitesse où elles évoluent, et on le sait, on le répète souvent, hein, que pratiquement 62% aujourd'hui des métiers de demain ne sont pas encore connus. Alors, le pourcentage baisse au fur et à mesure que les mois passent, mais grosso modo, on est encore sur un nombre important, dirons-nous, de paramètres inconnus. Mais quoi qu'il en soit, ils vont arriver. Et donc, par ce biais de la formation continue, on pourra réellement nous, entreprises, relever le challenge qui est devenu international et mondial dans la proposition de nos savoir-faire et de nos productions. Donc, il nous faut, en effet, aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui dans cette plénière, le mettre pratiquement à l'ordre du jour de nos fonctionnements, dirons-nous, récurrents, et non pas d'en faire des grandes messes une fois tous les, vous savez, la semaine 2, la journée 2, moi j'en suis un peu fatigué, c'était bien pour lancer la machine, ça c'est bien quand on veut faire de la promo, du marketing. Une fois qu'on a compris qu'il y a un sens, ça ne doit pas se faire la semaine 2 ou le jour 2, ça doit se faire tous les jours. Et cette relation qui deviendrait une relation journalière avec l'université sur la base de la formation continue me paraît indispensable, non seulement dans la survie, mais également, surtout pour moi ce qui m'intéresse, dans le développement. Et donc, mesdames et messieurs, moi, pour ma part, je continuerai, dirons-nous, à briguer cette orientation. Je viens d'être élu pour 3 ans donc à la tête du syndicat, et c'est mon fil rouge. L'apprentissage et l'alternance restent pour moi l'obligation, parce que là par contre c'est une obligation, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'une fois passée cette obligation, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour la semaine ou le jour, il faut que ça rentre dans un mode récurrent de fonctionnement de l'entreprise. Il faut qu'elle fasse de ce rapprochement avec l'université et la formation continue un vecteur de progrès, de reconnaissance, et je vais plus loin parce que j'aime bien, je suis niçois, également d'attractivité, parce que ce territoire doit continuer à rester attractif, non pas simplement, entre guillemets, entre juin et septembre, et grosso modo entre décembre et janvier grâce au sport d'hiver et à la mer, mais également grâce à son système économique et à sa diversité qui font sa richesse. Merci. Monsieur Spécy, nous avons une question de la salle qui vous est adressée. N'y a-t-il pas une réflexion à avoir en parallèle de la recherche de compétences avec une offre salariale adéquate ? Alors là on touche le point sensible. Alors moi je suis dans l'industrie, je suis assez à l'aise, hein, parce que dans l'industrie, c'est la partie où on paye le mieux et dans laquelle l'évolution est de fait d'évidence. Qu'on soit secrétaire, je vais embrasser tous les métiers, hein, ou qu'on soit ingénieur, la progression dans les métiers industriels a toujours existé et existera toujours. Parce que la montée en compétences dans une entreprise, c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes en France. Que nous avons pu créer ce que nous avons pu créer en France. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à nos métiers industriels. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans tous les métiers, et il faut qu'on travaille en effet là-dessus. L'avantage que nous avons, c'est un peu ce qu'on va peut-être, et j'aimerais bien comme appui sur cet élément-là, vous savez qu'on a un code du travail qui est affolant, ça donne un grand plaisir d'ailleurs aux instances, dirons-nous, et aux tribunaux pour y travailler dessus, hein, parce que ça permet de voir plein de solutions possibles, hein. La prose existe. Par contre, nous avions, nous, dans la métallurgie, une convention collective que nous pensions être une des conventions collectives les plus attrayantes, mais qui était, après avoir compté les pages, plus importante que le Code du travail. Et là, on s'est dit, il faut quand même qu'on apprenne à balayer devant notre porte avant d'aller critiquer le système légal, réglementaire et général. Et nous avons entrepris, il y a 2 ans de ça, la révision de notre dispositif conventionnel. Imaginez-vous prendre un pavé plus gros que le Code du travail et dire on balaye tout et on repense tout. Quand on a annoncé ça aux organisations syndicales, ça a été un peu complexe à l'approche. Presque 2 ans plus tard, ça fera 2 ans en fin d'année, nous arrivons à la clôture de cette révision du dispositif conventionnel. Nous avons divisé par 3 son volume et nous avons abordé la totalité du droit du travail vu sous l'angle de l'UMM, version 21e siècle. C'est-à-dire ce qu'attendent, entre guillemets,
nos jeunes générations en premier lieu, sans contraindre celles qui sont en sortie. Ne me voyez pas, ne me sentez pas visé. Hein, je fais partie de ceux qui font partie du papy boom. Hein. Donc, ça c'était quand même un élément important dans la réflexion. Mais ce qui a mis en évidence surtout un point fondamental pour répondre à cette question, la révision du parcours du salarié dans l'entreprise, non pas sur une base diplômante ou d'ancienneté, on n'en veut plus. Vous savez, l'ancienneté qui fait que j'ai droit à stop, sur une base de compétences. Donc nous avons une grille, une belle matrice maintenant, dans laquelle, pour un métier donné, on peut avoir tel ou tel niveau de compétence. Et en fonction de la compétence pour le métier donné, on aboutit à la fin à un salaire. On balaye d'un coup les problématiques de couleur de peau, de religion, d'identité, de genre. Tout ça, c'est balayé. On établit clairement un parcours basé sur la compétence. Et cette compétence permet de trancher clairement sur une base salariale. Donc qu'on soit Pierre, Paul ou Jacques, femme, homme, blanc, noir, catholique, musulman, bouddhiste, ce qu'on veut, si la compétence est au bout du parcours, le salaire sera le même pour quelques personnes que ce soit. C'est un progrès majeur que nous sommes en train de proposer. Par contre, le pendant, quand on perd la compétence, le salaire n'est plus le même. Et en France, vous savez que le sacro-saint salaire acquis était un salaire validé à vie. Nous remettons en cause cette approche-là. Ce qui veut dire que, et là, on reste dans le sujet du jour, la compétence restera toujours à la hauteur du salaire que l'on espère avoir, que si l'on continue à se former. Et la formation continue devra rentrer dans le cursus validé du jeune qui rentre en entreprise, non pas en se disant j'ai eu mon diplôme un jour donné, maintenant je plie tout, c'est terminé pour moi, je suis tranquille pour toute la vie. Non, je me remets en cause toute ma vie, parce que l'entreprise dans laquelle je suis ou que je serai demain est une entreprise qui porte toutes les valeurs de la compétence et de la progression en compétences dans lesquelles je m'inscris, et ce qui me permettra de continuer à avoir le salaire que je mérite. Merci, Monsieur Spessy. Je vais passer la parole à Nathalie Picard, qui est responsable de la certification au CFPB, l'École supérieure de la banque. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir au sein de votre instance. Le CFPB, École supérieure de la banque, est un partenaire de l'université depuis de nombreuses années. Nous sommes l'opérateur de branche de la profession bancaire et à ce titre-là, il était apparu nécessaire d'avoir des multiples partenariats avec les universités, notamment sur la formation initiale et l'alternance, pour donner du sens à ces parcours professionnalisants pour les jeunes. Le deuxième volet de l'activité du CFPB, c'est bien sûr la formation continue, celui que je développerai aujourd'hui avec vous. La professionnalisation des acteurs, des collaborateurs des banques existe depuis très longtemps au sein de la profession bancaire en matière de diplômant. Très tôt, la profession a décidé de diplômer, en fait, c'est dans le cadre de la promotion sociale et de la certification des compétences, a décidé de diplômer ses collaborateurs. On a donc des titres qui sont enregistrés au RNCP depuis de nombreuses années. Et il nous est apparu il y a environ 4 ans, donc il y avait déjà ce virage en bloc de compétences qui s'amorçait. Et comme c'était l'occasion d'en renouveler un certain nombre, nous avons décidé de nous inscrire dans cette dynamique qui était difficile au départ à faire comprendre à tous les acteurs qui étaient autour de la table pour réviser les métiers. La profession bancaire dispose aussi d'un observatoire des métiers qui nous alimente aussi dans la connaissance qu'on peut avoir des métiers de la banque et de l'évolution de ces métiers. Alors, bien sûr, dans la banque aussi, il reste beaucoup d'inconnus, mais il y a aussi beaucoup de transformations qui sont en vue. Donc, ce sont des éléments qui ont été pris en compte dans la rédaction des nouveaux référentiels métiers et certifications. Il nous a donc fallu mettre autour de la table tous les acteurs, comme je disais, donc les entreprises, les banques qui ont été partenaires, les collaborateurs de banques, pour bien connaître ce qu'ils faisaient aujourd'hui et ce qu'ils seraient sûrement amenés à faire demain. L'approche par compétences, c'est pas facile au départ, et on s'est heurté à des fondements que vous devez connaître et qui étaient plus basés sur le savoir que sur la compétence. Donc en fait, aussi bien au CFPB qu'au niveau de la banque, souvent les personnes en charge de la conception pédagogique ou de l'élaboration des programmes raisonnaient en termes de
Le collaborateur doit savoir ceci et savoir cela pour pouvoir mieux s'intégrer, mieux se développer dans la banque. Nous, on leur a demandé de réfléchir en termes de mais qu'est-ce qu'il fait au juste? Quelles sont les compétences attendues? Et à ce moment-là, quels sont les savoirs qu'on va mettre en face? Donc en fait, on changeait le paradigme et changeait l'entrée, en fait, la clé d'entrée de l'écriture de ces référentiels. On y est arrivé progressivement. Le premier a été accouché dans la douleur et au fur et à mesure, on a pris ce pli en disant mais que fait ce collaborateur à tel niveau de responsabilité? Qu'a-t-il besoin pour évoluer demain? Ça a donné lieu à de nouveaux référentiels, des diplômes qui ont évolué dans le sens de la réglementation et qui ont été donc produits en bloc de compétences. On s'est rendu compte que ça changeait également la pédagogie d'approche pour l'acquisition de ces compétences. Après avoir eu pendant des décennies des diplômes qui étaient, des formations qui étaient dispensées sous la forme de matières d'enseignement, éventuellement des matières actives avec des mises en situation professionnelle, des pédagogies très actives, très inductives, on s'est rendu compte cependant que pour répondre à un référentiel de certification en termes de compétences, il fallait également changer le mode d'apprentissage. Ce qui correspond de toute façon à l'évolution des populations qui viennent en formation aujourd'hui, qui ne sont plus à la recherche d'un savoir, mais effectivement eux aussi de compétences et de savoir-faire. Donc l'effet induit a été de revoir toutes nos méthodes d'approche pour nous adapter à cet état de fait et arriver à la validation de compétences. Et donc nos modes de certification et d'évaluation ont également évolué. Donc en fait, il y a 4 ans, on a commencé un effet important dont on ressent bien sûr encore les effets aujourd'hui, puisque là on est vraiment dans la mise en œuvre. Donc déjà la mutation intellectuelle qui s'est faite à partir d'il y a 4 ans et qui poursuivie, ça n'a pas été immédiat, et aujourd'hui la mutation qu'il y a au niveau de nos équipes de conception pédagogique, mais aussi d'animation, puisqu'en fait ça a touché toute la chaîne, est encore à l'œuvre et c'est un travail important qui bouleverse nos organisations, nos façons de faire. Le deuxième volet des compétences, de l'approche par compétences, c'est, je dirais peut-être plus préparer les métiers de demain, ou c'est agir de manière plus transverse. Et là, l'outil proposé par le législateur, c'est le répertoire spécifique. C'est l'inventaire auparavant. Mais dans cette foulée d'évolution de nos diplômes en compétences, on s'est rendu compte que certains ne rentraient plus dans ce cadre-là. Donc soit un diplôme complet, soit des anciens diplômes qui finalement étaient très transverses et ne rentraient plus dans ce cadre des compétences, mais plutôt dans la préparation ou dans une meilleure maîtrise de l'environnement. Et donc, nous avons utilisé l'outil répertoire spécifique pour enregistrer des certificats qui permettent aux établissements bancaires de préparer leurs collaborateurs sur des thématiques différentes, pas forcément liées à un métier, pas forcément liées à un niveau de compétence, mais qui concourent à la professionnalisation des acteurs de la banque sur différents secteurs. Alors bien sûr, ça peut être réglementaire, vous savez que le secteur bancaire est extrêmement réglementé, donc ça peut toucher bien sûr les aspects réglementaires, mais ça touche également une acculturation du monde bancaire, une acculturation à des modes d'organisation ou des modes de travail, de mission de projet, donc tout ce qui peut donc permettre à l'entreprise de se développer et aux collaborateurs de s'inscrire dans une dynamique de changement et de transformation. On est, on l'a dit, dans des métiers qui bougent et où il faudra demander aux collaborateurs de pas forcément rester dans le même métier, ça c'est possible à la banque, mais aussi d'avoir cette agilité de travailler avec des personnes qui font des métiers différents. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire en proposant ces certificats au répertoire spécifique. Donc ça c'est un deuxième outil.
Le troisième outil, c'est la validation des acquis de l'expérience. J'en ai entendu parler hier après-midi, certains de vous l'ont évoqué. C'est aussi une reconnaissance des compétences. Donc là, on prend les choses en sens inverse, mais il y a au sein des entreprises beaucoup de personnes qui ont évolué en apprenant au sein de l'entreprise par l'intermédiaire soit de formation interne, mais également par la pratique, par l'entourage d'un management formateur, et qui aujourd'hui se trouvent en décalage par rapport à des jeunes qui sortent d'écoles prestigieuses ou d'universités non moins prestigieuses, qui ont des diplômes, alors que certains dans l'entreprise disposent de cette expérience, mais n'ont pas cette reconnaissance du diplôme. Je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit hier par les intervenants sur le fait qu'on va laisser les diplômes de côté. Effectivement, quand on parle de compétences, on serait plus sur la notion de certificat ou de validation de ces compétences. Ceci dit, la réglementation de la formation nous entraîne quand même beaucoup sur ce champ-là. Ça fait 30 ans que je suis dans la formation, je n'ai jamais autant parlé de certification que depuis les dernières réglementations. Donc la course au diplôme, je trouve qu'elle existe encore plus qu'avant, mais ça on peut en discuter. Donc la validation des acquis de l'expérience, qui est une obligation pour les cycles diplômants, a besoin de trouver sa place. Je pense que depuis 2002, elle est rentrée un peu plus dans les esprits. La mise en œuvre de cette VAE est assez difficile parce qu'elle apparaît comme compliquée. On essaye au sein du CFPB de la rendre la plus accessible possible au niveau de la mise en œuvre. Ceci dit, on se heurte, et c'est ce que j'ai entendu hier, à des problèmes de coûts opératoires, et on a une équation là qu'on n'a pas encore tout à fait trouvée, je dois le reconnaître. Dernier volet de mon intervention, je voulais faire le pont entre cette approche par compétences et l'impact du CPF dont il était question hier après-midi. Comme tous les organismes de formation, nous sommes impactés assez fortement par cette nouvelle réglementation et par ce nouveau mode de prise en charge. Notamment, alors pas forcément un effet négatif, ça peut être aussi un effet de levier assez important. Simplement, ça remet en cause les habitudes opératoires entre nos clients bancaires et nous, puisqu'en fait, dans le secteur de la banque, il y a un certain nombre d'établissements qui co-construisent les parcours de formation avec leurs salariés et qui demandent de ce fait un co-investissement du salarié, qui juste avant le CPF était plutôt un co-investissement de temps, puisqu'il y avait une partie hors temps de travail, la plupart du temps. Aujourd'hui, c'est un co-investissement financier, puisqu'en fait, le CPF reste l'outil le plus simple à aller chercher quand on a besoin d'un complément de budget. Donc il nous reste à mettre en place ce dispositif. Nous sommes impactés de la même façon que ça a été évoqué hier sur le délai de réponse qu'on doit apporter aux postulants à une formation, puisque en fait nous sommes moins outillés dans l'accueil de l'individu, puisque nous travaillons essentiellement avec les réseaux bancaires, de par notre nature. Donc ça a un impact organisationnel assez fort. Notre mission, c'est de suivre nos clients bancaires et de les accompagner sur ce changement. Donc nous nous y préparons. Ça permet également, cependant, d'avoir sûrement une ouverture vers un nouveau marché de personnes autonomes, capables de choisir leur formation, même si effectivement ça nous pose aussi question de préparer les personnes à bien choisir leur formation, pas simplement parce que le contenu leur convient et que ça rentre dans leur budget, mais dans la construction d'un véritable parcours d'évolution professionnelle. Voilà. Concernant l'université, comme je le disais en entrée, nous avons de multiples partenariats, principalement sur l'alternance. On en a également en formation continue, et c'est toujours une richesse de travailler en partenariat avec l'université, avec d'autres instances également. Nous trouvons beaucoup de complémentarité. Aujourd'hui, à l'heure des blocs de compétences, on a à travailler ensemble. On l'a déjà fait sur la licence alternance, la licence banque. On doit maintenant continuer à le faire si on veut garder cette synergie
et qui, à notre sens, prend toute sa dimension entre ce que l'université peut apporter de fondement et tout ce que la profession bancaire peut apporter dans sa technicité et dans son approche pragmatique. Donc tout est possible et je pense qu'on peut continuer à travailler ensemble, à échanger et notamment on a peut-être pris un tout petit peu d'avance sur les blocs de compétences et qu'on peut partager tout cela avec vous. Je suis à votre disposition pour des questions éventuelles que vous auriez sur cette expérience. Merci de votre attention. Merci Madame Picard pour vos éclairages. Y a-t-il des interventions, des questions en complément de ce que vient de nous expliquer Madame Picard? Je vous rappelle que vous pouvez également nous poser vos questions par le biais du groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas, c'est un groupe qui est ouvert, libre, donc il n'y a pas de questions. Je vais passer la parole à Monsieur René Poyon, qui est secrétaire général de Constructis. Ah, une question? Ah oui. Oui, tout à fait. Alors, je vous citer deux parcours particuliers. Alors, tout d'abord un MOOC, culture bancaire, qui permet, donc, quel que soit le niveau de fonction qu'on a dans la banque, de bien connaître l'environnement bancaire. Donc, vous pourrez regarder sur notre site internet, on a plein d'accroches sur ce produit. Ça permet de situer dans l'environnement, de situer en fait les fonctions de toute la banque dans l'environnement économique. Et donc on s'est rendu compte que c'était un appui, par exemple, à tout ce qui est intégration dans le monde de la banque. Quand des jeunes intègrent la banque avec des diplômes un peu généralistes, ça leur permet déjà de se situer. Donc c'est un MOOC qui a lieu 2 fois par an, qui est animé par des professionnels de la banque. Deuxième exemple, notamment, qui peut être intéressant, c'est la réforme du BP Bank. En fait, le brevet professionnel bancaire qui existait depuis très longtemps et qu'on faisait en collaboration avec l'Éducation nationale était une approche par matière. Et donc quand il a été question de l'arrêter puisqu'il ne correspondait plus à la demande du marché, on s'est dit quand même qu'il y avait besoin pour les nouveaux entrants ou pour ceux qui étaient en mobilité dans la banque d'avoir cette vision transverse de la banque ou d'avoir des prérequis pour cette mobilité ou cette intégration. Donc en fait on a créé des certificats qui ont permis, donc toujours sous la forme de compétences, de permettre de se repérer dans son environnement, d'avoir les premières bases, par exemple, de l'accueil, de l'optimisation de la relation clientèle, un certificat sur les techniques pour acquérir les techniques de gestion ou les techniques de travail finalement, parce qu'on s'aperçoit aussi que les jeunes ont un petit peu de mal parfois à se mettre au travail, sur des méthodes pas forcément pas de gestion de projet, mais d'organisation, gestion du temps, toutes ces choses-là. Donc qui font la base. Et puis des certificats réglementaires, comme par exemple sur la lutte contre le blanchiment, avec la nécessité, par exemple, au-delà des obligations réglementaires, de certifier une population bancaire très au contact de cette lutte contre le blanchiment, par exemple. Voilà. Merci. Nous avons une autre question via WhatsApp. Comment les entreprises co-construisent-elles les formations adaptées aux besoins avec les universités et mettent-elles à disposition des RH pour le faire? Alors, on a des instances au sein de la profession bancaire qui mettent à disposition des personnes RH. Alors, ce sont souvent au niveau des têtes de réseau. Et donc, on fonctionne par groupe de travail, groupe de réflexion.
qui mêle, donc selon les thèmes, hein. Par exemple pour la licence bancaire, autour de la table, il y avait l'université, il y avait le CFPB, il y avait la profession bancaire, donc représentée par plusieurs réseaux bancaires. Madame? Alors, je vous rejoins totalement sur la confiance, parce qu'en fait, c'est effectivement le rôle du management. La formation est une chose, mais doit être relayée sur le terrain par les managers. On parle de manager coach. Je pense que c'est tout à fait le lien qu'il faut établir entre la formation et le retour au poste de travail, ou même en amont de la formation, accompagner les équipes sur leur évolution, leur montée en compétences, qui passe éventuellement par la formation n'étant pas une réponse à toutes les problématiques. Au point de vue des formations sur le management qu'il y a au CFPB, on a alors notre diplôme, enfin les 2 diplômes historiques du CFPB sont des diplômes de manager. Donc un diplôme qui s'appelle responsable d'activité bancaire, communément appelé ITB, et un diplôme qui est sur du manager de manager, qui est le CESB et qui est fait en partenariat avec l'ESSEC aujourd'hui. Alors, quelle différence on peut trouver? Alors, évidemment, nos formations sont teintées bancaires et elles sont pour être manager dans un environnement bancaire. Au niveau des techniques de management, aujourd'hui, je dirais que donc, justement, l'ITB a été réformé et donc suit un nouveau cursus de formation depuis la dernière rentrée. Qu'est-ce qu'on leur apprend en termes de management? On leur apprend les essentiels du management et on leur apprend à évoluer dans un environnement en transformation qui nécessite justement de plus fortes compétences en conduite du changement, en accompagnement des collaborateurs. Peut-être que la spécificité pourrait être également d'avoir des intervenants qui sont des actifs au sein des établissements bancaires, qui vivent cette transformation au jour le jour et qui sont à même de partager les problématiques, avec une pédagogie qui est une pédagogie de construction de réponses à ces problématiques ou d'accompagnement de mise en expérimentation de nouvelles méthodes de conduite des équipes. Ça c'est... Merci. Sur ce point, là, vous abordez quelque chose quand même qui est important. Nous avons, pris le choix, nous avons pris le parti de travailler sur un modèle qui dépend d'ailleurs de la RSE aujourd'hui, qui est plus collaboratif et participatif. On perd la confiance parce que son supérieur hiérarchique n'a pas su faire passer l'information au bon moment. Mais est-ce qu'il est capable de le faire? Et là, on voit très bien la complexité. Je pense que l'entreprise de demain, quelle qu'elle soit, ne pourra travailler que si elle change de modèle silo ou vertical en modèle transversal. Ça me paraît d'évidence. Aujourd'hui, nos collaborateurs cherchent à avoir un sens dans le travail qu'ils font, un objectif clair, net et précis, sinon ils vont ailleurs. On peut leur vendre le salaire, on peut leur vendre la place, on peut leur vendre l'institution, ils vont ailleurs. Ils veulent savoir pourquoi ils travaillent et pourquoi leur mission a été définie dans tel ou tel sens. Si on n'accepte pas, dirons-nous, vraiment un travail qui permet la transversalité dans l'entreprise et de mettre tous les acteurs de la table autour de la même problématique sur les sujets donnés, et qu'on reste simplement avec le supérieur hiérarchique qui gère les équipes du dessous, ben moi je vous garantis que ces entreprises-là ne tiendront pas très longtemps. On ne peut plus. Parce que le problème que vous évoquez, c'est le problème justement du raccordement de ces 2 modèles, ces 2 générations qui se touchent aujourd'hui, dans lesquelles on voit arriver par flot des nouvelles approches, pas simplement techniques, mais également comportementales. D'ailleurs, vous disiez, madame, on a du mal à faire travailler les jeunes. Mais est-ce que le travail l'intègre de la même manière que ce que nous l'avons intégré nous? Pas vraiment. Donc, par contre, ils sont prêts à travailler, mais sur un modèle qui est différent. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le problème de management, c'est vrai, il restera toujours, parce qu'on aura toujours obligatoirement des managers.
Mais le manager se fond en transversalité dans le fonctionnement récurrent d'entreprise. Il n'est pas simplement de donner des indications qui font qu'en vertical, on arrive au résultat. C'est, je pense, tout l'enjeu du positionnement de la formation dans les années qui viennent. C'est pour ça que quand on parle de compétences, c'est important. Parce qu'en fait, quand on parle de compétences, on devient transverse. On peut, par l'acquisition de compétences, partir d'un point et finir à un autre. De manière beaucoup plus simple et imagée que celle que l'on aurait si on reste en silo et en vertical. Où là, en effet, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi. Avec ce que je sais, ben, je n'arrive pas, dirons-nous, à le transmettre, parce qu'en fait, la chaîne est découpée. Donc, ces travaux participatifs et collaboratifs, c'est compliqué à mettre en place. Parce que vous remettez en cause la hiérarchie de base, celle qui faisait que j'étais le chef, le patron, le responsable, le N+1. Ça, c'est compliqué. Comment un N+1 se positionne là-dedans alors qu'il a tous les diplômes, la formation et tout qui va bien, parce qu'il est quand même techniquement et intellectuellement, potentiellement, au-dessus d'eux, sans jeter l'anathème aux autres, mais c'était comme ça. Eh bien, ce rôle-là est en train de se transformer. Ça a été mis en application dans de grands nombres d'entreprises déjà sur le plan industriel, alors qu'on pensait que c'était infaisable. Et ça a amené des résultats non seulement de productivité, mais également de turnover qui est passé proche du zéro. Ça veut dire que tout le monde se trouve dans une position dans laquelle il comprend pourquoi il y est. Et ça, c'est fondamental parce qu'on gagne la confiance à ce moment-là. Ça tient à peu de choses, la confiance. Vous savez, être positif, être optimiste, c'est quelque part prendre des risques, mais on ne les prend que si on a confiance. Et cet optimisme, ça se travaille dans l'entreprise. C'est d'ailleurs un des vecteurs sur lesquels beaucoup de sociologues et de philosophes travaillent, l'optimisme de l'entreprise. Alors ça paraît tout bête, hein. Ça a toujours été. Oui, ça a toujours été dans un monde où l'optimisme était basé sur ce que j'arrive à acquérir en termes de notoriété sociale ou de surface sociale, c'est-à-dire d'argent. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le même cas. C'est comment je donne un sens à ma vie. Pas plus mal d'ailleurs. Merci Monsieur Spécy. Donc l'heure tourne, donc je vais passer la parole à Monsieur René Poyon, donc secrétaire général Constructis, PACA et Corse. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler opérateur de compétences. Donc, depuis le 1er avril 2019, les 20 OPCA sont devenus, par regroupement de branches, 11 OPCO. Je vois qu'il y en a qui connaissent. 11 OPCO, donc, avec une filière, un regroupement par une logique de filière économique. Et donc, Constructis est l'opérateur de compétences de la construction, avec des branches du bâtiment, des travaux publics et une nouvelle branche qui nous a rejoint depuis que nous sommes OPCO, le négoce de matériaux, de construction et du bois. Voilà, donc cette logique de regroupement est évidemment efficace en termes de développement de cursus de formation, puisque la réforme qui vient de prendre effet sur la loi Avenir professionnel est orientée sur les branches professionnelles. Donc ce sont les branches qui vont concevoir les parcours de formation, qui vont les mettre en œuvre sous forme de CQP, par exemple, avec des blocs de compétences, tel qu'on en a parlé tout à l'heure. Constructis, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 19 000 entreprises de l'artisanat, de moins de 11 salariés, et à peu près 1500 entreprises de plus de 11 salariés, dont des majors, que vous connaissez tous, de grosses volumétries d'emplois. Dans ces entreprises, on a également, comme ça a été dit pour l'industrie, des pénuries de recrutement, pénuries de personnel et difficultés de recrutement. Donc une de nos missions, c'est d'aider ces entreprises à recruter par le biais de job dating, par le biais de mise en œuvre de préparation opérationnelle à l'emploi, des POE, qui peuvent être individuelles ou collectives. Ces POE sont financés sur le programme d'investissement de compétences de Pôle emploi. Et nous, donc, en fonction des besoins des entreprises, nous mettons en œuvre ces POE pour faciliter l'intégration dans les entreprises. Donc, dans nos missions, bien sûr, il y a l'accompagnement de toutes ces entreprises, avec la mise en œuvre et le conseil pour le plan de développement des compétences. Ce plan de développement des compétences que nous finançons pour les entreprises de moins de 50, mais ça ne veut pas dire que nous ne conseillons pas les autres, puisque les fonds mutualisés depuis la réforme sont limités aux entreprises de moins de 50, et on assiste dans le bâtiment et travaux publics et dans le négoce à une nouvelle philosophie de formation. On n'est plus sur du présentiel pur, on est vraiment sur une alternance de présentiel, de formation à distance, avec les outils numériques,
Et également un thème qui fera l'objet, j'ai vu, d'une table ronde, de la FEST, action de formation en situation de travail dans le bâtiment et travaux publics. C'est extrêmement, extrêmement demandé et ça démarre très fortement. En ce qui concerne l'alternance, nous avons aussi un volet qui est extrêmement mis en avant par la dernière loi, et les entreprises du bâtiment et des travaux publics et du négoce embauchent énormément en contrat d'apprentissage que nous reprenons à partir de cette année. Donc nous allons être les financeurs des CFA pour l'apprentissage. Nous financions déjà les contrats de professionnalisation, et à ces 2 contrats d'alternance vient se rajouter la PROA qui remplace la période professionnelle, et donc la PROA qui elle aussi est orientée vers le qualifiant, diplômant, pour une montée en compétences des entreprises, des salariés en CDI dans les entreprises. Donc d'autres missions également qui viennent s'ajouter, c'est tout ce qui est transition numérique, transition énergétique, et l'accompagnement des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comme ça a été dit, les entreprises on est dans le papy boom, les entreprises sont également, les salariés sont vieillissants, et là aussi le turnover, le besoin de recrutement est extrêmement important, et les entreprises ont besoin de former vite et bien, d'atteindre des compétences, et là effectivement je rejoins ce qui a été dit précédemment. En termes de développement, eh bien, nous avons l'appui que nous fournissons aux branches professionnelles, et un observatoire des métiers également pour le bâtiment, travaux publics, et le négoce qui a son propre observatoire, ce qui nous permet de faire du sur-mesure, de concevoir du sur-mesure et de proposer aux entreprises des cursus de formation courts qui permettent d'obtenir des compétences ciblées, répondant évidemment à leurs attentes sur le terrain. Ces entreprises, eh bien, on va les chercher à l'échelon territorial, puisque nous avons des conseillers formation qui sont basés sur tous les territoires de la région. Le poids régional de PACA, c'est à peu près 10% du poids national. Donc vous voyez, 19 000 entreprises de moins de 11, ça en fait plus de 190 000 à l'échelon national. Ça fait quand même beaucoup d'entreprises à informer, à financer, à accompagner. Donc un gros challenge pour l'OPCO de la construction, et surtout une grosse attente de la part de ces entreprises qui ont pris conscience du besoin de former. Alors c'est pas encore totalement vrai pour les TPE, puisque se posent les problématiques de libérer le personnel, d'avoir la disponibilité, le temps, avec des carnets de commandes qui se sont bien remplis depuis quelques années, et donc malgré tout des métiers en tension et des difficultés de recrutement pour ces entreprises. Voilà en termes de présentation, et je suis bien sûr ouvert à toutes vos questions. Merci M. Poyon. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur cette intervention? Question? Je vais passer la parole à Madame Anne Mascarelli, donc, qui est consultante RH. Question? Ah, ok. Je vois les éventails, mais je ne vois pas toujours les mains qui se lèvent. Oui. Absolument, très bonne question. Alors,
les entreprises de 60 salariés, alors on va mettre la barre à 250. 250 salariés, on arrive à faire des montages financiers qui leur permettent pas intégralement de prendre en charge leur plan de formation, mais à minima à 50%, puisque nous disposons de cofinancement notamment du Fonds social européen, et par le biais donc de contributions volontaires à hauteur de 50%, l'entreprise peut se faire financer son parcours de formation à hauteur de 50% de versement volontaire de sa part et 50% de cofinancement mis en œuvre par l'OPCO. Après, au-delà de ça, mais il y a tout le volet alternance, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de taille d'entreprise. Toutes les entreprises ont droit aux 3 dispositifs d'alternance: le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage et la PROA. Et là, il y a aussi des possibilités évidemment de financement et de prise en charge. Monsieur ? Juste un point, on constate, c'est pas que ça me réjouisse fortement, mais je pense qu'aujourd'hui l'exécutif a bien ciblé les moyens là où il voulait les mettre. Il sait très bien qu'aujourd'hui le bât blesse dans la majorité entre guillemets des acteurs économiques, c'est-à-dire les TPE-PME. C'est là où on a un gros souci. Comment arriver à impacter fortement, dirons-nous, et favorablement ces entreprises vers la formation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 2, on rend acteur, bien sûr, le salarié qui gère sa formation. Donc ça, c'est également, vous disiez madame, un travail de fond qu'il va falloir mettre en place pour les amener à ça. Par contre, pour on va dire, les ETI ou les grands groupes, ils n'ont pas trop attendu. Ils ont presque tous leur centre de formation intégré. Et aujourd'hui, excusez-moi du peu, et c'est pour ça que je dis que c'est pas que ça m'emballe vraiment, mais moi je suis amené à recevoir aujourd'hui des entreprises de taille moyenne, dites ETI au minimum, qui me consultent pour savoir comment ils vont pouvoir monter leur propre école. Parce qu'ils se disent, comme ça je vais faire la boucle, l'argent que je verse va revenir dans mes caisses, quelque part je fais de l'autofinancement et je forme, et surtout je donne une crédibilité, entre guillemets, à mes futurs clients, comme quoi je suis maître du devenir de ma société, et donc je donne une image de ma société valorisante. Donc là, on se sert un petit peu, entre guillemets, de ce qui se passe aujourd'hui pour en faire une action financière, marketing, qui me gêne un peu sur le fond. Hein. Mais je pense qu'on aura une stabilité à terme, parce qu'il fallait bien démarrer par quelque part, et c'est là où il y a le grand nombre qui a été le point d'entrée. Oui, c'est exact, tout dépend des branches. D'ailleurs, la DGEFP vient de sortir un lexique des branches avec les OPCO associés, ce qui est très pratique parce que beaucoup d'entreprises ne savent plus où est leur OPCO. Alors, en ce qui concerne Constructis, on a la chance de ne pas être dans cette difficulté de fusion, puisque nous grossissons, si je puis dire. Nous prenons une branche de plus, mais effectivement, la difficulté pour les autres anciens OPCA qui ont fusionné, il y a indéniablement une caisse sociale réelle qui va se produire. En ce qui concerne les prises en charge, eh bien, effectivement, il y a un trou dans la raquette, il ne faut pas avoir peur de le dire, puisque certains OPCA avaient consommé déjà une grande partie des fonds de la collecte de début d'année, et par conséquent, effectivement, sur les transferts de fonds, ça risque de ne pas être évident. Nous, on a la chance de ne pas avoir cette problématique. Très bien, je vais passer la parole à Madame Mascarelli, donc, qui est consultante RH chez HTI Executive Search. Merci
de m'avoir invité. Bonjour à tous. Je suis un peu anachronique ici. Moi, je représente en fait un métier qui est le métier du recrutement. Donc, je me situe de l'autre côté du spectre. J'utilise les compétences que vous mettez en place au sein des universités et d'autres écoles. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon métier là et de ce métier et de la manière dont il évolue. Peut-être pour vous donner l'éclirage de ça. Donc moi, je travaille pour du recrutement par approche directe. Le vilain mot, c'est chasse de tête. L'objectif, c'est de trouver les bonnes personnes pour qu'elles s'adaptent parfaitement à un poste donné et à une culture d'entreprise. Je reviendrai là-dessus par la suite. Ce qui est important, c'est que ce métier-là de recrutement, il change beaucoup en ce moment. On a, vous le savez, un moissonnage automatique des compétences sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les entreprises ont mis en place des systèmes propres ou bien de ce qu'on appelle des recruteurs intégrés qui font par mots-clés la recherche de compétences dans des profils de candidats. Ce qui veut dire que quand j'interviens à la suite de ça, je me retrouve avec des profils qui ont été sélectionnés effectivement par des mots-clés et dont il faut encore valider l'adéquation au poste en termes humains. C'est bien là peut-être que le bât blesse et qu'il faut travailler en termes de formation. Quand j'ai donné quelques cours sur le recrutement à l'université, ici à l'IAE, dans des métiers que je ne connaissais pas, qui étaient les métiers de la banque d'ailleurs, parce que mon métier à moi de base c'est plutôt la santé, mon secteur, la santé. J'ai pu enseigner à ces jeunes qu'en fait il fallait promouvoir sa marque personnelle. C'est-à-dire qu'on était sur il fallait que le jeune devienne le promoteur et le vendeur de son propre profil pour des projets ciblés. Je leur ai montré comment utiliser justement ces réseaux sociaux, ces choses-là, pour mettre en valeur ce qu'ils étaient réellement. Pour ça, il faut aussi bien se connaître. Mais ça veut dire c'est que la notion de marque personnelle est une notion qui est intéressante, on pourra en débattre si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que les soft skills, ce qu'on appelle les compétences, le savoir-être, est au moins finalement aussi important à mettre en valeur que les compétences techniques. Et ça, c'est très très important quand on parle de formation. Je pense aussi que le diplôme devient moins important. Alors jusqu'à un certain endroit, c'est sûr que les grands diplômes de grandes universités, en tout cas dans les métiers de la santé, ça reste des grandes références quand même. Mais à diplôme égal, c'est pas ça qui va faire la différence. Sur des postes assez pénuriques, vous allez avoir des jeunes ou des moins jeunes qui ont fait de grandes choses. Si après un polytechnicien, pour prendre vraiment le haut du panier, et quelqu'un qui aura peut-être du mal forcément à s'adapter à une certaine culture d'entreprise. Et donc ça ne fait pas tout, le diplôme. Et ce qu'on recherche au-delà du diplôme, c'est un savoir-être et une expérience. Voilà. Les bouleversements sociétaux, on en a tous bien conscience, c'est qu'il me semble important de souligner, c'est que maintenant on est dans une culture du réseau à l'échelle de la planète. Nos jeunes, ils savent très bien que pour eux, ça ne se résout pas au niveau de la France, donc il va falloir qu'on aille voir ailleurs comment font les autres. C'est pas... Arrête de se regarder le nombril en France. Qu'il y a de nouvelles formes de sociabilité, du coup, de partage. Les jeunes vont partager avec d'autres pays, des jeunes d'autres pays. Les interactions, elles se font à l'échelle internationale, plus au niveau que français. Le rythme aussi, qui s'est beaucoup accéléré, et ça c'est une évolution qu'on constate dans tous nos métiers. Les programmes de formation, ils doivent être plus courts. Les gens, ils ne vont pas passer beaucoup de temps à se former. Et puis, les métiers qui se décloisonnent. Quand j'ai recruté auparavant un responsable marketing, je savais ce que c'était. Maintenant, j'ai 50 métiers sous l'intitulé de responsable marketing. Donc, on peut revenir là-dessus si vous le souhaitez. C'est l'usager et plus le métier qui doit être au cœur du dispositif, pour moi.
Les enjeux pour l'université, tels que je les vois de ma fenêtre, c'est bien sûr d'inventer les formations pour les métiers de demain autour du numérique. Alors là, j'enfonce une grande porte ouverte parce que je pense que vous en êtes tous conscients. Mais il y a de très gros besoins de formation, mes collègues l'ont dit avant moi, à tous les niveaux et au niveau de la santé, ce que je peux aussi capter. Qu'on en est à un stade où ce que j'appelle de la science ouverte, c'est-à-dire avec tous les wikis, les moteurs de recherche, il y a un échange et un partage de connaissances qui va être complètement, qui va s'appuyer sur une espèce de mutualisation du travail. Donc on va plus donner une formation en termes descendants, je crois qu'on est complètement sorti de ça, maintenant c'est un partage d'expérience plus qu'une formation descendante, parce que la démarche savante, elle a complètement évolué et changé. Et du coup, on viendra peut-être moins chercher un diplôme à proprement parler, plutôt qu'un socle de compétences réelles. On remet aussi en cause certains modèles pédagogiques traditionnels. Je veux dire que moi, je connais beaucoup de jeunes maintenant qui se forment avec des MOOC, avec ce qu'on appelle l'enseignement numérique. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit être complémentaire à l'offre de formation didactique actuelle telle qu'on la connaît. Je pense très fort que, pour l'avoir vécu, et j'interviens dans d'autres en formation, donc pour l'IAE et puis pour d'autres universités privées, je pense que l'exemple apporté par des professionnels, elle est extrêmement importante pour tous nos jeunes. Quand on a de l'expérience et qu'on souhaite la partager, je crois qu'il faut vraiment se baser là-dessus, que c'est au-delà d'un métier de base, c'est vraiment important. Moi, j'utilise beaucoup un concept que j'aime bien, qui est le concept d'inversion des classes, c'est-à-dire c'est les étudiants eux-mêmes qui vont apporter le contenu au cours et travailler en groupe, parce que de toute façon, la vraie vie dans l'entreprise, c'est ça. Donc, ils ne sont pas, eux, en train d'apporter leur propre savoir-faire, il va falloir qu'ils partagent. C'est bien cette notion-là, c'est la transdisciplinarité, c'est l'apprenant qui devient plus actif. Et du coup, ça me semble être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Et puis finalement, je crois que le véritable enjeu pour l'université, mais pour toutes les formations aujourd'hui, c'est finalement comment être plus proche de la culture d'entreprise et enlever la déconnexion qu'il a pu y avoir entre, je dirais, la formation à proprement parler et là où elle va être appliquée, c'est-à-dire l'entreprise. À titre personnel, moi je suis un pur produit de l'université. J'ai fait de l'université un master, enfin une maîtrise, pardon. À l'époque ça s'appelait une maîtrise. Puis j'ai fait un DESS à l'IAE. Mais après, quand j'ai dû me former en continu tout le long de ma vie, je suis allée chercher dans des grandes écoles ce que je ne trouvais plus à l'université. Et je pourrais en parler, j'ai fait des formations à l'INSEAD, à HEC, mais plus à l'université. Bon, ça change. Merci. Merci, Madame Mascarelli. Y a-t-il des questions sur l'intervention de Madame Mascarelli? Oui, Madame. Ah ouais, moi je pense que, moi je recrute beaucoup pour des petites entreprises où l'individu il est encore plus important parce que chaque être apporte vraiment sa contribution. Les entreprises s'interrogent beaucoup là-dessus. Comment on en a brièvement parlé tout à l'heure, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis coach aussi à titre au-delà de mon activité de recruteur. Donc comment être sûr que la personne va pouvoir être, son talent va pouvoir être bien identifié et bien valorisé dans l'entreprise. Je crois que l'entreprise a bien conscience qu'on ne motive plus les jeunes salariés qu'avec une rémunération adéquate. Ça reste important, il ne faut pas se voiler la face, mais quand à rémunération à peu près équivalente, je rejoins ce que disait Daniel Svecci tout à l'heure, il faut donner du sens. Et l'agilité aussi, il faut que l'entreprise fonctionne en mode agile. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est-à-dire qu'en fait que la transversalité
et le partage soit réel. Et je crois que les entreprises qui fonctionnent bien aujourd'hui sont celles qui ont réussi à mettre ça au cœur de leur réflexion globale d'entreprise. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Jérôme Vandamme, qui est donc chef de cabinet du président de l'UPE 06. Bonjour à tous. Deux observations préliminaires. La première, en tant que fils d'universitaire de l'Université de Nice, c'était à l'époque l'Université de Nice, je suis particulièrement content d'être présent parmi vous et je remercie les organisateurs. La deuxième est plus liée à notre débat, c'est que je ne suis pas, contrairement à tous ceux qui viennent d'intervenir, ni un expert de la formation, ni un expert de recrutement. Je travaille dans ce qu'il est convenu d'appeler dans notre jargon une interprofessionnelle qui fédère 34 branches professionnelles et 10 000 entreprises. Et à ce titre-là, nous sommes des généralistes. Ça fait de nous des gens mauvais à tout, mais qui connaissons des spécialistes. On peut le dire avec un peu d'humour. Dieu merci. Alors en matière de formation, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par la plupart des intervenants. Les interventions sont pertinentes. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont une vision à 3 ans de ce dont ils vont avoir besoin en termes de compétences, rarement à 10 ans. Et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, 37% des demandeurs d'emploi retrouvent un emploi qui ne correspond pas à leur métier antérieur. Et les besoins de formation estimés par l'OCDE dans sa dernière enquête perspective sur les compétences 2019 nous indiquent que 11% des actifs français auront besoin d'une formation de moins d'1 an pour se reconvertir face au risque d'automatisation de leur métier et pour 2,1% d'un cursus de 3 ans. Donc on est face à des défis liés à l'intelligence artificielle, liés à l'automatisation, et on n'a pas forcément les outils nécessaires, et les branches professionnelles et les entreprises n'ont pas forcément la visibilité, parce qu'elles ne sont pas toutes outillées, malheureusement, comme la puissante UIMM, pour anticiper sur ces connaissances. Alors nous, comment on a essayé de répondre en tant qu'interpro à ces besoins? On a créé à l'UPE, il y a maintenant 20 ans, une commission, co-présidée par Daniel Spessy, qui s'appelle Commission Apprentissage, Éducation, Emploi, Formation, qui mobilise l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi, les entreprises, nos partenaires de l'enseignement supérieur, dont l'Université Côte d'Azur, mais pas que, pour anticiper sur les besoins des branches professionnelles, des entreprises du territoire, organiser le sourcing, professionnaliser et adapter les salariés, les futurs salariés, à l'intégration de l'entreprise. Alors, on mène des actions conjointes avec l'ensemble des acteurs, Pôle emploi évidemment, pour identifier les besoins en compétences sur le territoire, compétences d'aujourd'hui, compétences émergentes, et répondre à ces besoins par une ingénierie de formation. La préparation opérationnelle à l'emploi, qui a été évoquée tout à l'heure, étant un des outils, mais pas que. Alors, la base de tout ça, c'est un diagnostic territorial qui est effectué pour détecter les problématiques et les besoins de compétences sur le territoire des Alpes-Maritimes. Ce besoin de compétences, on le fait bien évidemment avec les branches professionnelles, parce que c'est eux qui savent, et les entreprises, et qui sont outillés pour nous indiquer ce dont ils ont besoin. Alors, de manière très concrète, parce que je ne vais pas rentrer dans des détails dont je ne suis pas capable d'exposer l'outillage et la méthodologie, mais par contre, un exemple très concret, le numérique. On a 2 défis. On a à répondre aux besoins, à un besoin qui est exprimé partout, c'est la digitalisation des entreprises. Pas forcément à des niveaux de qualification qui sont, je dirais, des spécialistes du numérique, mais l'ensemble des entreprises doivent se digitaliser aujourd'hui et elles ne savent pas où s'adresser. On a répondu de manière très concrète en créant avec Pôle emploi un groupe de diagnostic territorial qui réunissait l'ensemble des acteurs locaux, les spécialistes comme Télécom Vallée, la French Tech, mais également l'OPCA FAFIEC, la CCI, le conseil régional, et on est parti avec Pôle emploi de ce diagnostic partagé pour recenser l'ensemble des besoins des petites entreprises et faire des sessions de formation sur la base des fichiers existants de Pôle emploi en adaptant des formations nécessaires pour intégrer les gens dans les entreprises. Et donc on a répondu rapidement à un certain nombre de besoins à partir de cette opération de grille des savoirs et à la satisfaction générale. On va effectuer la même opération dans le domaine de la santé, madame, avec les principaux groupes employeurs qui sont pour la plupart membres de l'UPE. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, des partenariats forts avec l'université, parce qu'il y a certes la formation continue, mais il y a la formation initiale. On a un partenariat fort avec l'Université Côte d'Azur et l'Université de Nice, qui s'est traduit très récemment par la création d'un Master 2 qui a eu le mérite d'associer plusieurs UFR de l'université, ce qui est toujours très simple, comme chacun sait, le sport, le droit, et il y a eu Nice, Nadine Thomas, pour relancer un Master sport, événementiel sport, filière sport,
qui correspond à des besoins exprimés par les employeurs et qui a une volonté de professionnaliser à la fois dans la formation initiale et dans la formation continue les acteurs de la filière. Donc aujourd'hui, il y a un véritable défi. Moi, je ne citerai qu'un exemple qui est emblématique, puisqu'on vient d'achever le salon du Bourget. Un groupe comme Airbus, aujourd'hui, doit recruter 50 000 personnes d'ici en 2027. 50 000 personnes, ils ne savent pas comment ils vont faire. Et ils sont, je dirais, confrontés à 3 problématiques. La première, c'est recycler les gens qui ont des métiers qui vont disparaître. Donc ça veut dire identifier ces métiers qui vont disparaître, ce qui n'est pas forcément simple. Deuxièmement, attirer des nouvelles compétences par rapport, je dirais, aux nouveaux métiers. Et troisième chose, adapter les savoir-faire de leurs salariés. Donc, cette problématique qu'un groupe comme Airbus, qui n'a pas forcément de problématique de moyens internes et externes, elle est pertinente à l'échelle de nos TPE. Nous avons un tissu départemental de 92% de TPE. Et nous avons besoin de les aider dans ce maquis. Et ce qui a été dit aujourd'hui sur à la fois la co-construction de parcours avec le monde universitaire, mais pas que, avec les OPCO, à la fois sur la nécessité de valoriser en entreprise le savoir-être, qui est quelque chose de fondamental et sur lequel on n'insiste pas suffisamment. Et à la fois d'utiliser un petit peu toutes les nouvelles ressources de la formation, qu'il s'agisse des MOOC, qu'il s'agisse, et ça n'a pas été cité ce matin, des open badges, qui sont quelque chose qui est en train de se développer sur les savoirs, sur des choses qui n'apparaissent pas à prime abord fondamentales, qui étaient autrefois sous le vocable centre d'intérêt dans les CV, mais qui deviennent aujourd'hui l'objet de certification. C'est quelque chose de fondamental. Voilà. Donc on est assez réactif, on a pris conscience de la modification qui a été impulsée par des membres du patronat, puisque il y a eu un rapport sur la RSE en entreprise qui a conduit dans la loi Pacte à modifier ce qu'est l'entreprise, puisque aujourd'hui notre MEDEF a modifié ses propres statuts, il devient, dans ses statuts, agir ensemble pour une croissance responsable. Il y a une prise de conscience générale des chefs d'entreprise, ça a été exprimé par Daniel Sifi tout à l'heure, sur la volonté de passer d'une entreprise pyramidale à la co-construction d'un objet d'entreprise qui mobilise les nouvelles générations. Voilà un petit peu les chantiers sur lesquels nous travaillons. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Vandamme. Voilà, nous sommes dans les temps, donc il y a des questions, des interventions par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué. Madame. Alors, les open badges, ça a été, pour ceux qui n'ont pas forcément connaissance de ça, ça commence un petit peu à émerger. Ça a été lancé par Mozilla il y a maintenant 7 ans. Il y a un processus de certification qui a lieu actuellement en région Bretagne, une expérimentation qui est menée, à ma connaissance, par l'Université de Bretagne. Je n'ai peut-être pas la bonne dénomination et je m'excuse pour les Bretons qui sont présents dans la salle. Vu d'ici, c'est très loin. Non, je plaisante. Voilà. Donc, effectivement, il nous semble important que les open badges deviennent quelque chose je dirais, qu'il y ait une matérialisation effective dans le cadre de l'examen d'une candidature. Le mode de certification, je vais laisser parler les spécialistes, s'il y en a un sur l'open badge dans la salle, parce que je n'ai pas connaissance à ce jour d'un mode effectif à part cette expérimentation. L'open badge, c'est très pratique. Moi, je vais en parler en tant que chef d'entreprise. Comment définir, entre guillemets, des compétences qui me sont propres, qui sont reconnues dans mon monde, entre guillemets, donc dans ma filière, et les valoriser à travers une visualisation CV qui va se faire par l'acquisition d'un open badge, ça, c'est pertinent. Hein. Moi, savoir qu'un open badge a été donné par un de mes confrères qui a grosso modo la même granulométrie, la même fonction et la même vision que moi, ça m'intéresse. Le gros problème, à quel moment ces open badges prennent le dessus sur le monde éducatif actuel. Moi, j'adore mon pays.
Je trouve ce qu'on fait en France, quand même, ça a toujours été exemplaire. Notre système éducatif a toujours été exemplaire. Aujourd'hui, il n'est pas forcément en haut de l'échelle, parce que tout simplement, les évolutions ont fait qu'on est peut-être resté un petit peu trop, entre guillemets, sur une approche de mandarinat, quoi. Donc il faut revoir le modèle. La libéralisation de la formation allant jusqu'à l'open badge et en la vulgarisant risquerait de rendre notre système éducatif un petit peu, dirons-nous, parallèle à ce que le monde économique définirait comme étant la vraie éducation. Attention, c'est tout. Attention, même si quelque part j'y trouve un intérêt aujourd'hui. Alors juste pour apporter ma petite touche personnelle, pour l'open badge, je ne sais pas si ça va marcher honnêtement. Par contre, ce que moi j'enseigne aux étudiants, c'est effectivement à valoriser tout ce qui est compétences autour de leurs compétences techniques. Donc ça rentre là-dedans, hein, en fait. Hein. Donc dans la partie basse du CV, les hobbies et autres secteurs d'activité, bon, peut-être un peu plus, effectivement, s'ils font partie d'une association, s'ils ont développé des choses qui montrent qu'en fait, ils s'intéressent aux autres et ils sont dans cet effort de transversalité et de partage qui, à mon sens, est quelque chose que recherche beaucoup l'entreprise aujourd'hui. Surtout quand on n'a pas un gros CV, qu'on a un CV un peu léger, parce qu'on démarre sa carrière professionnelle. Je pense que ça, c'est tout à fait pertinent de le mettre en valeur. Oui, monsieur. Oui, sur les open badges, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a valeur contractuelle, puisque sur l'open badge, on sait quelles sont les compétences qui sont derrière cet open badge. Donc ça, c'est intéressant, et pour l'employé. Du coup, ces open badges peuvent être édités par l'université, qui peut attester les compétences. Pour les recruteurs, pour les entreprises, ça a vraiment une valeur intéressante. L'intérêt aussi, c'est que c'est un outil très facile à utiliser pour attester de compétences de soft skills. Et surtout, ça permet de valider le comportement, par exemple, dans des environnements d'apprentissage. Ça permet de repérer quel est en situation de formation continue, que ce soit sur un groupe ou ailleurs, celui qui a vraiment un comportement d'aidant, par exemple, par rapport aux autres. Et les systèmes peuvent lui attribuer des badges de ce type-là. Donc c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas forcément des CV très épais ou des CV trop académiques, ça peut donner de la valeur, effectivement, à ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise, par exemple. Monsieur. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez tous souligné une différence entre les compétences techniques qu'on doit acquérir rapidement et des compétences transversales, soft skills. Et votre expérience c'est ça met du temps à pouvoir utiliser auprès des jeunes et des moins jeunes. Donc ma question c'est, est-ce que vous voyez les mêmes opérateurs de formation, les mêmes organisations pour ces deux types de compétences, des compétences techniques d'un côté et des compétences soft skills? Je rajoute aussi, ce qui a été aussi souligné, la transversalité pour pouvoir faire de la transversalité, il faut connaître beaucoup de choses. Et ça paraît devoir demander plus de temps et de ne pas être forcément fait par le même type d'acteur de formation. Donc la solution, quelle est-elle pour vous? Comment vous l'imaginez? Là, on pourrait poser peut-être la question à nos ministères respectifs, mais on va dire simplement comment on la voit. Moi, je le dis, je préconise la transversalité. Pourquoi? Parce que justement, les compétences, et vous avez raison de le souligner, heureusement, sont variées et à échelles différentes. L'avantage de travailler par compétences, on travaille sur des blocs courts, pour moi. Plus on arrive à définir ce qu'est réellement la compétence, plus on arrive à réduire le delta temps dans l'acquisition de la compétence. Dès lors que vous mettez un delta temps long, vous rentrez dans une approche à la formation qui revêt plus du caractère initial dans lequel le jeune il va jusqu'au bout. D'ailleurs, il s'accroche pour rester le plus longtemps possible, à la rigueur. Mais une fois qu'il est rentré dans la formation continue, dans l'entreprise, donc dans la formation continue, on ne pourra pas, ni pour l'entreprise, parce qu'il faut quand même imaginer quand même la perte d'exploitation qu'a l'entreprise à la formation. Donc, ni pour l'entreprise, ni pour le former, de travailler sur des compétences dont les temps de formation sont trop longs. Pour avoir suivi des cours du CNAB, il fut un temps, j'avais apporté, dirons-nous, des formations qui ont duré pratiquement 3 ans, quoi. Mais c'était dans la logique. Aujourd'hui, on a beaucoup moins d'acteurs intéressés par ce genre d'approche. On veut du résultat rapide parce qu'on sait que l'objectif qu'on vise, il est également mesuré dans le temps. Donc là où je vous rejoins, c'est que justement, parce qu'on est
très diversifié sur les points d'entrée et les compétences acquises, on ne peut plus travailler par entités séparées. Pour moi, l'enseignement à venir, c'est plus un regroupement de la totalité des acteurs sur la définition transversale des compétences nécessaires à une personne, qu'elle a définie comme étant sa future vie, qui sera privilégiée plutôt que de dire je vais à l'université, ou je vais au Greta, ou je vais je ne sais pas où. Enfin bon, je ne vais pas citer tous les centres de formation, mais grosso modo, c'est avoir vraiment une vision très, très transverse. Ça suppose un dialogue assez fourni, dans des mondes qui ne sont pas toujours sur les mêmes dirons-nous, orientations, ni les mêmes échelles de temps, comme vous le disiez. En ce moment, moi, en tant qu'industriel, je travaille par exemple avec des laboratoires sur la recherche fondamentale, sur des process, parce que je milite énormément pour rapprocher l'entreprise à la recherche. Ça me paraît extraordinairement important dans la façon de voir le développement des entreprises. Et quand j'ai des responsables de recherche ou des chercheurs en face de moi, on n'a pas le même calendrier. D'ailleurs, on n'a même pas la même montre. Donc ça pose un gros problème, parce que moi, par contre, le temps, c'est de l'argent. Hein, et grosso modo, si je ne suis pas dans les clous, ben, j'ai rien. Donc voilà, je pense que c'est un sujet, mais là, il y aura du travail qui n'est pas à notre niveau, hein, moi je vous le dis, parce que ça suppose quand même des remises en cause profondes dans le mode global de visualisation de cette approche. Mais la formation continue est un vecteur qui va vite. Donc vous voyez bien que c'est la première qui a validé l'acquisition de compétences pour arriver au diplôme à la fin. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas par l'entrée du diplôme, on rentre par les compétences, et agrégé, on peut prétendre, entre guillemets, par une variation des acquis, à passer un diplôme in fine. C'est toute une approche qui nous intéresse, parce qu'elle ne met pas en porte-à-faux la valeur du diplôme, qui est le regroupement d'une totalité de compétences, mais par contre qui permet de rendre rapidement, dirons-nous, de démontrer l'efficacité plutôt de la démarche vis-à-vis du demandeur, qui est le salarié, parce que c'est la personne qui en fait va juger du système maintenant. Hein. Donc voilà. Merci. Nous allons clôturer cette... Vous voulez intervenir ? Oui, je voulais juste dire quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir au niveau de l'accompagnement global des personnes. C'est-à-dire que c'est fini, à mon sens, le temps où on avait un diplôme de base et on grandissait dans l'entreprise ou dans une ou plusieurs entreprises. On avait des postes de plus en plus importants. Les jeunes, ils ne voient plus du tout leur carrière comme ça. Ils voient une carrière beaucoup plus transversale. Ils voient en fonction de l'intérêt qu'ils peuvent avoir dans un projet et de ce que le projet peut leur apporter aussi. Et du coup, je ne sais pas si on peut apprendre la transversalité, mais on peut apprendre l'agilité en fait qui va derrière et qui est déjà contenue dans la plupart des formations de toute façon qu'ont les jeunes à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on traduit ça pour les plus anciens en formation continue? Je ne sais pas. Voilà, c'est plus difficile. Nous allons prendre une dernière question de monsieur tout en haut. J'attire votre attention sur cette question-là, parce que je me rappelle pour moi qu'à une étude
Merci, monsieur. Vous voulez rebondir? Non, je vais parler de ce sujet parce que là, on pourrait parler très longtemps. Il y a en effet aujourd'hui des études sur le patrimoine social de l'être humain. Hein. Et vous avez raison d'insister sur tous les vecteurs qui peuvent freiner tous les élans qu'on pourrait mettre en place. Et je confirme, aujourd'hui, pour toucher un salaire médian, pour quelqu'un qui démarre tout en bas de l'échelle, 6,5 années. 6,5 années. Ça paraît fou parce que quand un jeune, on lui parle déjà en mois, il ne comprend pas. Quand on lui parle en année, il n'écoute plus. Donc on voit bien. Et là, on est simplement sur vraiment le point de départ. Hein. Donc là, j'étais la semaine dernière, on travaillait à Paris sur ces sujets. Alors là, c'est des sujets qui nous impactent parce que c'est des analyses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et quand on voit sur le plan économique ce qu'elles induisent, c'est vrai qu'on se dit, on gesticule beaucoup pour pas grand-chose, parce que ces points-là, c'est des points sociétaux. On est vraiment dans l'ancrage de ce qu'est notre pays. En effet, on a quelques évolutions à faire. Je crois que c'est bien qu'on en parle, parce que c'est des sujets, à l'époque, qui étaient tabous. Vous auriez pris la parole dans les mêmes circonstances il y a une trentaine d'années, vous n'êtes plus à Sciences Po demain. Hein. Donc, grosso modo, c'est des points sur lesquels on peut travailler aujourd'hui, parce qu'on a une demande également. Et cette demande, il faut qu'on y réponde. Et je pense qu'aujourd'hui, toute l'Assemblée qui est là pour ça, et j'en suis très heureux. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons clôturé cette table ronde qui était extrêmement instructive. Je remercie nos intervenants pour la richesse et la pertinence de leurs propos. Tout à l'heure, nous allons enchaîner sur la